pour moi, c'est jamais une bonne chose de commencer trop tôt sur les cours de 3 semaines. Bon. Il faut être sûr d'être à maturité. Tous ceux qui veulent le mettre dans le tour disent, ah oui, mais c'est bon, et comme ça. Et bon. Sauf qu'il y a quand même une chose que je vais vous dire. Venir dans le tour l'année prochaine avec un Pogačar qui veut gagner le cinquième, oui, mais c'est bien, il va peut-être venir sur le podium, etc. Non. J'ai toujours dit depuis 50 ans, les grands coureurs, quand ils viennent sur le tour, ils le gagnent la première fois. Il peut la gagner l'année prochaine? Est-ce qu'il peut? Bonjour Cyril, on vous retrouve de nouveau sur Cyclisme Actu pour faire un petit bilan de cette saison 2025. Bah, tout simplement déjà, est-ce que cette saison 2025, selon toi, ça a été un grand cru? Euh, oui, je vais peut-être aller à contre-courant, mais c'est souvent le cas. Oui, je crois qu'on a vécu une très belle année, une très grande année, une année surtout marquée par d'immenses exploits, avec une jeune génération qui promet énormément. Et puis, j'ai le sentiment que le cyclisme est en train de retrouver ce qu'a fait toute sa force, toute sa puissance, toute sa légende aussi. C'est-à-dire, on est peut-être sur le point de retrouver de vraies rivalités. Le cyclisme n'a jamais été autant porteur qu'à l'époque, on va dire, d'Anquetil, Poulidor, Louison Bobet, Robic. Et aujourd'hui, on manque cruellement de rivalité, même si Vingegaard est un coureur qui a du talent, qui est performant, mais on n'a pas de rivalité entre Vingegaard et Pogačar. Et le cyclisme s'est toujours nourri de rivalité. Et pour se nourrir de rivalité, il faut non pas avoir des très grands champions, mais il faut avoir des stars. Et aujourd'hui, on a sur le plan des grands tours, on n'a qu'une seule star, c'est Pogačar. Sur les classiques, bien sûr, on a Van der Poel et Pogačar. Et puis, je vais dire en numéro 3, on a Evenepoel, ben, ceux qu'on retrouve régulièrement d'ailleurs dans les grands rendez-vous. Et là, j'ai le sentiment, mais on sera amené vraisemblablement à en reparler, j'ai le sentiment que on va retrouver assez rapidement, si les choses se déroulent de façon normale, une rivalité entre deux générations, puisque j'ai envie de dire à 6 ans d'intervalle, ce sont deux générations, entre Pogačar et Paul Sexas. Et lorsqu'on retrouve des coureurs à ce niveau-là qui en plus ont une gueule, un sourire, qui sont affables, bien, le public va se passionner à nouveau. Et si le public se passionne, euh, c'est quand même la chose la plus importante. Comme je dis toujours, qu'est-ce qu'on a à vendre? On a à vendre des beaux coureurs, donc on doit former des beaux coureurs. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de coureurs qui arrivent sur le devant de la scène. Il y a Paul Sexas et nous, on a une chance extraordinaire aussi, euh, c'est d'avoir euh, c'est d'avoir Paul Magnier, qui va quand même être le coureur qui aura gagné le plus de courses après Pogačar et qui est tout simplement en train d'arriver au plus haut niveau des sprinters. Et ça, il y a quand même très très longtemps qu'en France, on en a été privé. Donc, avec Sexas, avec Magnier. Oui, on tient là deux coureurs qui peuvent régénérer sur le plan populaire, régénérer le sport cycliste. Mhm. Donc, si je résume, ce que tu retiens, c'est de cette saison 2025, c'est l'arrivée de Paul Sexas et aussi, bon, on va dire, l'émancipation de Paul Magnier. Oui, oui, mais voilà, c'est si on reste que sur les deux ou trois meilleurs, on a toujours derrière, on a encore du monde, hein. Je parlais de Visio, on a aussi Lenny Martinez qu'il faut pas oublier, qui vient d'ailleurs de gagner sa dernière épreuve de l'année en Chine ou au Japon, Japon, je sais plus. en Japon, Japon. la Japan Cup. Et ça aussi, c'est rassurant. Je crois que les Français sont partis pour une belle période de Mhm. succès. Bon, ouais.
Bon, bien sûr, on a un peu, en tant que Français, on a la vision un peu franco-française. Mais bon, si on élargit un peu tout ça, bon, bien sûr, il y a un homme qui a écrasé la saison, comme la saison 2024. C'est Tadej Pogacar, en gagnant le Tour, en gagnant trois monuments, en étant champion du monde, Faut une et grande j'en passe. mémoire Parce que, pour se rappeler tout ce qu'il a gagné. ouais, c'est ça. Donc, si je dois faire la liste complète, on en a jusqu'à demain. Donc, on va faire court. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses du coup de cette hégémonie enfin, totale de Pogacar qui a encore une fois dominé cette saison 2025? Oui, eh bien, elle est dans la logique des choses, puisque tous les ans, il progresse un petit peu. Il a eu un petit passage à vide là, lorsqu'il s'est fait dominer sur le Tour, entre autres par Vingegaard. Il y avait, et j'ai presque envie de dire heureusement, il y avait aussi un certain nombre d'erreurs sur les plans de la stratégie des courses. Il y avait peut-être aussi des erreurs sur le management, sur le recrutement à certains moments. Aujourd'hui, Pogacar est au-dessus du lot, mais pour pouvoir dominer comme ça, il faut une équipe qui soit à la hauteur du leader. Et il faut bien reconnaître aujourd'hui qu'il y a une équipe qui plane au-dessus de toutes les autres, avec des coureurs ayant des qualités complémentaires. Et donc, ça facilite aussi le travail de Pogacar. Et puis, il y a, comme à l'époque que j'ai bien connue, il y a aussi eh bien, la peur de Pogacar, le complexe Pogacar, comme il y a eu à une époque la même chose avec Eddy Merckx. Euh, donc ça met ses adversaires dans une position de doute et quelque part, sur certaines épreuves, quand on a des circuits comme ceux qu'on a eus au championnat du monde ou au championnat d'Europe, on se dit de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera battu et on va donc plutôt essayer d'assurer une place sur le podium. Et puis quand on est au-dessus du lot, on a aussi de la chance. On a aussi de la chance. Les adversaires font des erreurs. Et puis surtout, lorsqu'ils sont en difficulté par rapport à Pogacar, eh bien, ils se regardent plutôt, ils en gardent sous la pédale pour essayer d'assurer. Voilà. Bon. Moi, je reste persuadé que Del Toro a fait des grosses erreurs au championnat du monde qui auraient pu lui permettre, et Evenepoel aussi d'ailleurs, qui en a fait quelques-unes. C'est même presque des gaffes. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il aurait pu être mis en difficulté sur le championnat du monde, mais il lui fallut à ce moment-là que Del Toro court avec un autre état d'esprit et surtout soit beaucoup plus patient parce qu'il s'est littéralement suicidé quand il est sorti pour revenir sur Pogacar et Ayuso. Ça, il s'en est parmi. Et s'il était resté beaucoup plus tranquille derrière en se disant, bon, ok, là-haut, c'est pas ma course. euh, et si Evenepoel avait été un peu plus calme aussi, je pense que la course n'était pas finie. Mhm. Et du coup, qui est-ce qui va faire tomber Pogacar? Bon, je me doute de ta réponse un peu, mais voilà, je veux l'entendre. Qui peut faire tomber Pogacar? Je crois qu'aujourd'hui, le plus gros danger, le plus grand danger pour Pogacar, ça va être de garder la même constance au niveau de sa préparation, au niveau de son entraînement. Il ne faut pas qu'il se relâche un petit peu ou qu'il commence tout simplement à avoir moins de motivation, peut-être à avoir d'autres aspirations que celles du sport. C'est, à mon avis, ce qui le guette aujourd'hui. On a connu, euh, on a connu ce phénomène avec Peter Sagan, et qui a fini malheureusement assez mal, enfin pour moi, qui n'a pas fait la fin de carrière qu'il aurait dû faire. Mais il l'avait dit d'ailleurs très tôt, à un moment qu'il commençait à s'ennuyer sur le vélo. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est moins bien entraîné, il a fait hygiène de vie un tout petit peu moins bonne, il a repris quelques kilos et il est devenu un coureur quelconque. Donc c'est ce qui peut guetter un coureur qui exerce une telle domination.
le pouvoir use aussi, il faut le savoir. La seule chose qui peut le tenir peut-être, c'est de battre les records, gagner tous les grands monuments et puis aller chercher aussi un Tour d'Espagne qu'il n'a pas remporté, un Tour de France supplémentaire, et je crois qu'il sera peut-être au bout du rouleau à ce moment-là. Mhm. Ouais, pour rappel, bon, il manque deux monuments qui sont Milan-San Remo et Paris-Roubaix et un grand tour, en l'occurrence le Tour d'Espagne. Et en Voilà. sachant qu'il a 4 Tours de France et que le record est à 5 et que, bon, il semble s'en rapprocher. Pour revenir un Alors, peu, parce que faut qu'il se bon, dépêche. On aura ouais. l'occasion d'en parler. Non, parce que Euh, rappelez, sur la fin de Tour de France, il était usé dans la tête un peu. oui, de ce qui a été dit, ouais, de sa part, il y aurait eu une légère gêne au genou. Bon, on saura pas le fin mot de l'histoire sur tout ça. Pour Non, revenir un peu à on ne Paul va pas Sexas, faire pardon. d'enquête non plus. Je sens que tu veux en parler de Paul Sexas, bon, parce que tout le monde en parle, parce que c'est un peu. Ça, enfin, même les médias, on va dire, entre guillemets, mainstream, arrivent à parler un peu de tout ça. C'est le conseil qui intéresse tout le monde. Tu aurais quelques conseils pour lui, déjà, Attends, pour cette stop, saison stop, stop, 2026. stop, stop, je t'entends plus. Ah, Allô? moi je Je t'entends. t'entends plus. Oui. Guimard, deuxième, Guimard, deuxième prise. Du coup, je reprends ma question. Euh, pour revenir du coup sur le cas Paul Sexas dont on parle, Ah non, non, là, c'est est-ce pas que... bon. Là, ça. Mais je sais pas, Ah, merde. qu'est-ce que tu as... Est-ce que je sais Non. Ok. Bon. Espérons que ça marche. Tu me dis en direct si ça marche pas, je me tais, je coupe. Bon, du coup, oui, Paul Sexas, tout le monde en parle, bien sûr. On en parle encore un peu plus, même si on a déjà un peu évoqué le sujet. Bon, toi, en tant qu'ancien sélectionneur, ancien manager d'équipe et compagnie, je fais pas toute la liste, euh, que- quels seraient tes conseils pour lui, pour notamment la saison à venir? Beaucoup parlent déjà du Tour de France et compagnie. Quel est un peu ton avis sur tout ça? Bien. Alors, on en parle beaucoup, mais c'est légitime. C'est tout à fait logique. Ces prestations depuis 2 ans ou 3 ans, lorsqu'on le suit de près, on sait qu'il va arriver au niveau, alors peut-être pas au niveau où il est aujourd'hui, mais on savait que c'était un très gros potentiel. La saison qu'il réalise, et surtout cette fin de saison, oui, on est dans l'obligation d'en parler. Euh, et maintenant, on en parle comment et avec quoi? Le problème de Texas aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre de réactions positives. Négatives, il n'y en a pas, mais avec plein d'interrogations, comme toujours. Est-ce qu'on va pas le cramer? Est-ce qu'on va pas, etc., etc., etc. Il faut savoir une chose, c'est que le talent, on ne le crame pas. On peut faire un certain nombre d'erreurs. Euh, Lorsqu'on est cramé, c'est psychologiquement qu'on peut l'être. Mais ce qui est un peu gênant, parce que je retrouve dans les commentaires, comme quoi on peut reprendre les commentaires d'il y a 40 ans, concernant Bernard Hinault, on redit exactement les mêmes choses. On n'a pas beaucoup on ne se renouvelle pas beaucoup. Et donc la vraie question par rapport à lui, doit-il faire le tour ou ne pas faire le tour? Bon. Alors, je connais toutes les réponses puisque je les ai eues à l'époque. Euh, Je crois que dans le cas d'un coureur comme Sexas, d'abord, qu'il écoute le moins possible les réseaux sociaux, entre autres, qu'il reste sur sa trajectoire. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que vous devez partir dans le Tour de France. Tour de France, c'est pas un examen. La Tour de France, c'est un objectif où vous allez essayer de performer. On n'apprend pas le Tour de France dans le Tour de France lorsqu'on a le talent pour le gagner. On vient pour le gagner. Or, aujourd'hui, Paul Sexas n'a pas atteint sa maturité physiologique, biologique et intellectuelle. Elle arrive beaucoup plus tard. Enfin, quand je dis beaucoup plus tard, elle arrive aux environs de 21 et 22 ans. Donc, il n'y a pas à,
faut avoir de la patience. La- Lorsqu'on est patient, on ne perd pas de temps. Et personnellement, moi, je ne le vois pas dans un grand tour. Il a d'autres choses à apprendre euh, pour aller chercher, apprendre son métier, parce qu'il ne le connaît pas encore, et surtout avoir un bagage beaucoup plus important. Donc l'année prochaine devrait être pour lui, hein, je ne suis pas son patron, devrait être pour lui une année où il va travailler sur les classiques, travailler sur les courses à étapes d'une semaine, aller sur tous les parcours pour les apprendre. Lorsqu'on veut gagner le Tour de France, ben, il faut aussi être bon sur les pavés. Vous aurez un jour des pavés sur le Tour de France. Il faut là aussi être performant. Donc, il ne faut pas hésiter à l'aurore de sa carrière. Il ne faut pas hésiter à aller sur les Flandriennes, à aller sur les Ardennaises. Il faut apprendre son métier. Il faut aller sur ces courses-là. Il faut apprendre à frotter. Donc, normalement, c'est une année de construction, ou de solidification de son socle, de sa base technique. Voilà. Ensuite, Oui, oui, ouais, ensuite, il peut aller sur les grands tours. il a dit, enfin, ça a été quand même annoncé qu'il allait faire un grand tour en 2026. La seule question était lequel. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose du coup? Est-ce que lequel grand tour faudrait qu'il Je ne fasse? sais pas si c'est une bonne chose. Pour moi, pour moi, c'est jamais une bonne chose de commencer trop tôt sur les cours de 3 semaines. Bon. Il faut être sûr d'être à maturité. Mhm. Ça, c'est une obligation. Le problème, c'est que tous ceux qui veulent le mettre dans le tour disent, ah oui, mais c'est bon, et comme ça. Et bon. Sauf qu'il y a quand même une chose que je vais vous dire. Venir dans le tour l'année prochaine avec un Pogačar qui veut gagner le cinquième, oui, mais c'est bien, il va peut-être venir sur le podium, etc. Non. J'ai toujours dit depuis 50 ans, les grands coureurs, quand ils viennent sur le tour, ils le gagnent la première fois. Il peut la gagner l'année prochaine? Est-ce qu'il peut? On Pogačar, dirait pour non, l'instant, mais n'est pas cramé. Vingegaard non plus. Evenepoel non plus. Est-ce que l'équipe sera suffisamment solide ou pas? Putain, il y a plein d'autres paramètres. Il y a plein d'autres paramètres. Qu'il continue à apprendre son métier au minimum pendant un an et quand il vient dans le tour, il doit être capable de jouer la gagne. C'est le type de coureur qui ne doit pas venir sur le tour pour faire cinquième, sixième, huitième. Quand il vient sur le tour, il vient en patron. C'est ça les stars. J'ai parlé tout à l'heure de grands champions et de stars. Les grandes stars, quand elles viennent, elles gagnent. Après, alors peut-être que les partenaires vont dire, oui, mais s'il vient sur le tour, c'est quand même bon, on va parler de lui, il sera quand même adversaire d'eux, ça va nous faire de la com, le retour sur investissement. Ça, c'est du gain petit. J'aurais pu le faire avec Hino en 77, hein. Mais Hino, pour moi, n'était pas prêt. Et l'équipe n'était pas prête en plus. Mais en 77, Hino, il a fait une superbe grande saison. Grand Velvelgem, Liège-Bastogne, le Dauphiné, et ça, c'est qu'une partie. Mais on a parlé beaucoup de lui sur le tour parce qu'il n'y était pas. Donc, il y aura de toute façon de la com s'il n'y est pas. Alors, qu'il aille faire un grand tour, bon, peut-être un tour d'Espagne, pourquoi pas. Un tour d'Espagne, n'oubliez pas qu'au moment du tour d'Espagne l'année prochaine, il n'aura pas 20 ans. Mhm. N'oubliez pas qu'il est de la fin de l'année. Ouais. Donc, soyons patients, enfin soyons, c'est pas mon problème, mais que ceux qui ont la charge de diriger sa carrière soient très patients. Et c'est là où tu vas gagner du temps. Bon, on est un peu obligé de parler aussi de quelque chose qui est un peu plus triste, c'est la fin de l'équipe Arca BNB Hotel de Emmanuel Hubert, qui a annoncé ces derniers jours, donc du coup que c'était définitivement terminé. En parallèle, on a aussi la fusion des équipes Lotto et Intermarché. Donc, ça fait deux équipes du World Tour qui vont disparaître. C'est globalement assez inquiétant quand même sur le système, les systèmes belges et français, mais aussi le système en général du cyclisme au plus haut niveau. Quel est un peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que, comme tout le monde, t'es un peu inquiet? Inquiet, non, puisque la nature a horreur du vide, donc il y a des choses qui se remplacent.
naturellement. Bon, c'est dommage pour Manu Hubert qui a tenté l'impossible, et puis pour tous ceux qui en sont impactés. L'auto Intermarché, bon, c'est une fusion qui me semble un peu logique avec deux équipes un petit peu essoufflées, qui vont vraisemblablement, compte tenu en plus des coureurs qui sont prêts, qui vont être présents dans cette nouvelle structure, une équipe de haut niveau qui permettra ben, d'avoir peut-être des joutes encore un peu plus sévères dès l'année prochaine. Vous savez, c'est la vie. On arrive, et puis à un moment, bon, les choses s'arrêtent. Ça fait, c'est aussi, alors il y a deux choses. Il y a deux équipes s'en vont. Qu'est-ce qui est responsable, les équipes ou le système ou le règlement qui a été mis en place? Est-ce que ce règlement sur ces 3 années-là est quelque chose de juste, est quelque chose qui permet d'avoir une véritable équité? On peut se poser la question. Euh, bon, si ça ne marche pas dans 3 ans, on fera un nouveau règlement, mais dans 3 ans, on sera sur une autre planète. Euh, pour, euh, pour Arkea, d'autant qu'il faut ajouter quand même vraisemblablement, et là je ne le souhaite pas, mais que l'équipe de Jean-René Bernaudot connaisse quelques soucis à la fin de 2026. En fait, concernant le cyclisme français, je pense qu'on a fait un certain nombre d'erreurs, peut-être pas, je ne sais pas comment dire les choses, mais euh, on a des équipes françaises. La plus jeune était celle de Manu Hubert, qui était né avec Agritubel en 2005. En plus, après, on a eu quoi? On a eu les équipes Cofidis. On a eu la Française des Jeux qui sont arrivées. Ça fait 27 ans. Vincent Lavenu, lui, est arrivé beaucoup plus tôt en 92 avec, je crois, que c'était Chazal, le petit casino. Et en 2000 est arrivé à G2R. Donc, vous voyez, on a un certain nombre d'équipes aujourd'hui qui ont toutes plus de 20 ans. Pour ne pas dire, si on remonte à 92, plus de 30 ans avec Vincent Lavenu. Alors, est-ce qu'au fil des années, on a oublié de se remettre en cause? Est-ce que on a oublié de regarder ce qui se passait autour, comment la société évoluait, parce que là, je vous parle d'un temps où les équipes étaient composées de 18, 20, 22 coureurs. Il y a à peu près, oui, un peu plus de 20 ans qu'on a commencé à monter à 28 lorsqu'on a commencé à mettre en place le système, on va dire, des World Tour, enfin ce qui s'appelle World Tour aujourd'hui. Euh, Est-ce que on s'est pas un petit peu endormi dans l'évolution du management et du fonctionnement des équipes? C'est une question qu'on peut se poser. Là aussi, si on revient par exemple à l'équipe aujourd'hui Decathlon, euh, Decathlon a fait une révolution de palais. Elle s'est séparée de Vincent Lavenu. Ils ont apporté d'autres moyens, une autre philosophie, des autres moyens de management, et c'est quand même l'équipe qui cartonne depuis 2 ans et surtout cette année. Et elle cartonne d'autant plus pour les années à venir que, et ça il faut le reconnaître, c'est que les Sexas, les Ovisio, les Sparfel et tous les jeunes qui marchent très fort chez Decathlon AG2R aujourd'hui sont issus de Chambéry qui avait été mis en place par Vincent Lavenu. C'est-à-dire que aujourd'hui Decathlon récupère le travail qui a été fait par Vincent Lavenu au niveau du développement des coureurs. Euh, Ça, c'est une vérité.
Mais c'est quand même l'équipe qui a fait sa révolution de palais. Aujourd'hui, Cofidis, ils font des révolutions de manager général, mais aucune révolution de palais. Continue à fonctionner presque de la même façon que il y a 20 ans. Ils sont arrivés en 97 et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai fait qu'un an chez eux et je suis parti en courant. Euh, oui, c'est la vérité. Euh, Cofidis a toujours eu du mal à exister. Ça a toujours été une équipe un peu bizarre dans le fonctionnement. Enfin bref, ils sont quand même là depuis 25 ans. Ils ont fait vivre le sport cycliste aussi et des coureurs. Mais c'est une équipe qui n'est pas au niveau où elle devrait l'être. Mais elle aussi, si elle ne bouge pas les choses, si elle ne se remet pas en cause fondamentalement, elle restera en troisième division ou tout simplement s'arrêtera. Ouais, ouais. Mais Donc, justement, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied aujourd'hui, là. Mais, comment? tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, justement. Cofidis, comme tant qu'on est Ben sur eux, est-ce oui, qu'on on peut, Cofidis, on pour peut moi, parler d'eux? c'est un Qui... échec de 30 ans, hein. Mhm. Mais justement, pour rappel pour les gens qui nous suivent, Cofidis, donc, à l'issue du cycle de 3 saisons, donc de 2023, 2024, 2025, Cofidis est relégué en deuxième division, donc en Pro Team, qui a été dépassé par de nombreuses équipes, notamment sur le fil un peu Uno X, qui est une équipe qui a été créée qu'en 2022, donc une équipe très récente. Euh, oui, justement, bah, je comprends un peu ton avis sur Cofidis. Est-ce que pour toi c'est vraiment dangereux justement de descendre en deuxième division comme ça? Est-ce que ça augure une suite qui semble pas terrible pour l'équipe? Ça sent pas bon, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Est-ce que ça pue? Est-ce que ça pue pour Cofidis? Voilà, Oui, vulgairement. c'est pas le terme dans ce type de situation, mais oui, ça ne sent pas bon quand tu commences à prendre la pente descendante. J'ai presque envie de dire, c'est comme un coureur assez âgé dont on dit qu'il est sur le fil-biais. Euh, oui, non, ça sent pas bon. Ça peut se régénérer, mais il faut partir de ce principe-là. Il faut il faut se remettre dans l'air du temps. Il faut se rappeler que l'année prochaine, on sera en 2026 et qu'on n'est pas en 1954, quoi. Donc c'est une équipe qui doit absolument se remettre en cause et, et remettre en place un système de management qui soit un système de management compétitif. On est dans de la compétition, on n'est pas dans du fonctionnariat. Donc, non, je crois que Cofidis, il reste sur le même type de management. Euh, vous savez, il y a un dicton, il n'est pas de moi, hein, et vous savez de qui il est, c'est on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Donc, ça veut dire que c'est là une révolution de château. Alors, je pas une révolution de palais. Là, pour changer le terme, on va dire une révolution de château. Oui, cette équipe pourra continuer qu'à partir du moment où elle prendra une feuille blanche, qu'elle remettra les choses en place et surtout qu'ils recentrent leur communication sur l'équipe. Parce que Cofidis, ils sont un peu partout. Ils sont sur l'équipe d'Espagne, ils sont sur le Tour d'Espagne. Bon, c'est leur stratégie. Elle est sûrement rentable, mais au niveau de l'équipe, il faudra revoir quand même le niveau de budget. Aujourd'hui, où vous voulez jouer les premiers rôles et vous mettez les moyens, ou vous acceptez de jouer les deuxièmes ou les troisièmes rôles. Mhm. Alors, quelle est la philosophie de Cofidis aujourd'hui? Je ne la connais pas. Mais si on regarde comme ça et qu'on observe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, le résultat est là. Donc, comme je dis toujours, les faits sont les faits. Mhm. Mais, Bon, euh, allez. Oui. mais c'est comme ça. Mhm. Bon, allez, un dernier petit mot d'actualité qui représente aussi un peu tout ce qu'on a dit ces dernières minutes. Il y a eu le lancement d'un critérium en Andorre, Andorra Cycling Master. Il y a des chiffres qui ont un peu fuité. On parlait de 150 000 euros pour Roglic, Del Toro, Vingegaard et Pogacar. Donc les quatre coureurs qui étaient présents sur cette course.
C'est Est-ce cent que cinquante mille ça... chacun ou cent 150 cinquante 000 mille chacun, ben oui, 150 000 Ah chacun, on fait bon, pas les choses à moitié quand même non, en j'ai eu Andorre. peur. Ah oui, non, les pauvres. Et ouais. Est-ce que ça démontre un peu justement qu'il y a ce cyclisme qui se starifie de plus en plus, où il y a vraiment des stars qui gagnent beaucoup, des équipes qui dominent, qui gagnent beaucoup, et les petits, entre gros guillemets, qui eux souffrent, ont du mal à trouver des sponsors, ont du mal à gagner des courses. Est-ce que voilà, on a souvent parlé de cyclisme à deux vitesses, est-ce que c'est le cas de plus en plus? Non, ça a toujours été le cas et ça le sera toujours, hein. Bon, il y a toujours eu des riches et des moins riches et des pauvres. C'est l'histoire de la vie. On va pas euh, vouloir faire en sorte que le sport, dans sa globalité, dans sa généralité, ne soit pas à l'exemple du fonctionnement de la planète. Parce que ce qui se passe dans un pays se passe également dans l'autre. On met des noms différents, mais c'est l'histoire de la vie depuis des millénaires. Là, le problème, enfin, d'abord, c'est pas un problème. Je suis heureux qu'on ait trouvé autant d'argent pour faire ce qu'on appelle un critérium, qui est plutôt pour moi une exhibition Oui. de haut niveau, mais une exhibition quand même. Ça existe dans d'autres sports. Dans le tennis, vous avez des exhibitions. Vous en avez dans d'autres disciplines. L'important, c'est que l'argent qui est allé là, s'il n'avait pas été là, il serait pas allé ailleurs, ou tout du moins pas dans le vélo. Donc, point à la ligne. Et c'est quand même bien qu'il y a ce genre aussi de choses. Ça veut dire qu'on peut faire évoluer le cyclisme aussi vers d'autres formes, vers d'autres systèmes de compétition. Les questions sont posées, hein, elles le sont parce que vous savez que vous avez quand même certaines équipes qui aimeraient quand même que certaines choses évoluent. Euh, alors, c'est vrai que si vous prenez par exemple certains sports comme le tennis ou le football ou le rugby aujourd'hui, euh, les recettes, elles sont en partie, pour ne pas dire en grande partie, celles des recettes télévision. Ben oui, personne n'ose le dire, c'est un sujet tabou. Dans le cyclisme, un sujet tabou, et en France, il est même plus que tabou, quoi. Si vous en parlez trop, vous risquez quelques représailles. Ben, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Il y a des acteurs, et encore les choses ont évolué, parce qu'à une époque, pour faire le Tour de France, on payait. Les équipes, hein, on payait. Aujourd'hui, elles ne payent plus. Mais si on veut que les choses évoluent, il faut qu'on change aussi de système économique et la télévision rentre dans le système économique. La télévision fait partie, est un organe qui vend un événement et qui en tire des bénéfices. C'est pas gratuit de montrer le Tour de France, il gagne de l'argent. Que le Tour de France gagne de l'argent, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Mais il y a deux facteurs qui passent pas à la caisse et qui sont d'ailleurs complètement absents. Si on voit en France, par exemple, vous avez, même par rapport aux autres sports, vous avez en France une fédération qui n'est jamais à la table des négociations de la télévision. C'est la Fédération française de cyclisme. Est-ce qu'elle est à la table des négociations avec ASO, avec la télévision? À trois, jamais. Il ne faut surtout pas le dire. Donc on a une fédération qui dirige rien et qui, éventuellement, pour faire des recettes, augmente les licences et augmente les droits d'organisation. Bon. Et puis vous avez les équipes. Et les équipes, elles amènent de l'argent, elles ont un retour sur investissement au travers d'eux, mais on doit partager les recettes. Les recettes qui sont liées à la qualité d'une organisation et à la qualité des équipes. Mais ça, encore une fois, sujet tabou. Bon, aujourd'hui, je peux parler, donc voilà. On va se laisser sur ça. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre avec Cyclisme Actu un peu partout, sur tous les réseaux sociaux, sur le site internet, bien sûr. Et voilà, ben merci Cyril. À bientôt.